Bienvenue à cette session d'information sur DBS. En Centrafrique, les rebelles ont quitté la ville de Bangassou, à 750 km à l'est de la capitale Bangui, après un ultimatum de l'ONU. Selon des sources proches de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la ville est sous le contrôle total de la MINUSCA et les rebelles ont abandonné les positions qu'ils occupaient depuis le 3 janvier et fuient dans la brousse. La même source a précisé que la force de l'ONU reste en alerte pour prévenir toute action des groupes armés visant la population, l'autorité de l'État et les casques bleus ou le retour des rebelles dans la ville. Le 17 décembre, les 6 groupes armés les plus puissants qui occupaient les 2 tiers de la Centrafrique en guerre civile depuis 8 ans se sont alliés au sein de la coalition des Patriotes pour le changement. Quelques jours avant les élections, ils ont lancé une offensive dans le but d'empêcher la réélection du président Touadéra. Ils se sont jusqu'alors heurtés à l'armée centrafricaine, la MINUSCA déployée depuis 2014, est forte de près de 12 000 soldats et les centaines de militaires rwandais et de paramilitaires russes dépêchés par leur pays au début de l'offensive rebelle pour soutenir le régime de Bangui. À l'issue d'un scrutin pour lequel moins d'un électeur inscrit sur 2 a pu se rendre dans les bureaux de vote en raison de l'insécurité dans le pays, le président sortant a été déclaré réélu, ce que l'opposition invoque pour réclamer l'annulation de la présidentielle en plus de fraude massive selon elle. Dimanche, une coalition de partis d'opposition a demandé à l'ONU d'enquêter sur son représentant, Mankeur Ndiaye, l'accusant sans apporter de preuves de soutenir visiblement le président Faustin-Archange Touadéra. Présidentielle en Ouganda, la plateforme de l'unité nationale, le parti du leader de l'opposition ougandaise Bobi Wine, qui reste toujours assigné à résidence, a rejeté sans surprise la victoire du président Yoweri Museveni à l'issue du premier tour de la présidentielle de jeudi 14 janvier. Selon les chiffres publiés samedi par l'instance nationale électorale, le président sortant rempile pour un 6e mandat avec 58,64% des voix, contre 34,83% des suffrages pour son principal rival Bobi Wine. Au total, 11 candidats étaient en lice pour ce scrutin. Le jeune député Robert Kyagulanyi a annoncé l'introduction des recours devant les tribunaux pour dénoncer les imperfections flagrantes qui ont émaillé ces élections. Il a exhorté ses partisans à s'abstenir de toute violence. Dans le pays, la tension ne retombe pas. Le personnel de sécurité et la police sont toujours déployés dans la capitale Kampala et une panne d'Internet ordonnée par le gouvernement la veille des élections est continuellement en place. De son côté, le président Yoweri Museveni s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce de sa réélection. Pour lui, les Ougandais ont voté pour l'amour de leur pays, pour le panafricanisme et pour la démocratie. Au Mali, le colonel Malick Ndiaye, président du Conseil national de transition qui vient d'être constitué et fait office d'organe législatif, a publié un communiqué où il relève avec regret de récentes déclarations contre la présence française émanant selon lui de mouvements auxquels appartiennent des membres du CNT. D'après ses propos, il s'agit de quelques opposants notoires à l'engagement militaire français au Mali. Il a pointé notamment un co-auteur d'un appel à manifester le 20 janvier à Bamako contre la présence française. Pour lui, ces déclarations n'engagent que leurs auteurs. Le colonel Malick Ndiaye a réaffirmé le soutien et la disponibilité du CNT à l'endroit de tous les partenaires qui œuvrent du côté du Mali dans la lutte antiterroriste. La France, engagée militairement depuis 2013 dans le pays, y déploie ainsi qu'au Sahel 5100 soldats dans la force anti-djihadiste Barkhane. Cette présence suscite régulièrement des polémiques sur les réseaux sociaux avec aussi des manifestations sporadiques à Bamako dues à l'émergence de sentiments anti-français. Les pertes françaises et les revers infligés par les djihadistes aux armées nationales avaient poussé le président français Emmanuel Macron à réunir les dirigeants du Sahel en janvier 2020 dans le sud-ouest de la France pour resserrer les rangs. Un nouveau sommet est prévu à N'Djamena au Tchad en février prochain. Au Soudan, le Darfour fait face à une vague de violence. Le bilan est très lourd, des affrontements tribaux et des attaques de milices au Darfour occidental. Vaste région de l'ouest du Soudan ont fait au moins 48 morts depuis samedi, selon un nouveau bilan publié dimanche par l'agence officielle soudanaise SUNA, citant la branche locale du syndicat des médecins. Les violences qui se poursuivent ont également fait 97 blessés. Samedi, des affrontements ont opposé la tribu Al-Masali aux nomades arabes Al-Dinina
capitale de la région. Des milices armées favorables aux nomades arabes ont ensuite attaqué la ville et plusieurs maisons ont été incendiées. Ces violences sont les plus meurtrières depuis la fin le 31 décembre de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour, un retrait qui avait fait craindre une escalade des violences dans cette vaste région. Le gouvernement soudanais de transition mis en place après la chute de l'ex-président Omar el-Béchir en avril 2019, causé par plusieurs mois de contestation populaire, a signé en octobre dernier un accord de paix avec plusieurs groupes rebelles, y compris au Darfour. Au Ghana, après 10 mois de vacances en raison de la pandémie de Covid-19, les écoliers élèves renouent avec les établissements scolaires ce lundi 18 janvier. Pour cette reprise des cours, un protocole sanitaire strict est prévu par les autorités, désinfection de toutes les salles de classe, port du masque, lavage des mains avant chaque cours, distanciation physique. Fermé depuis mars 2020 pour freiner la circulation de la maladie, c'est seulement le 9 janvier dernier que les universités ont rouvert leurs portes. Dans le pays, cette reprise très attendue est aussi une source d'inquiétude quant au respect scrupuleux des mesures barrières. Un détour en Tunisie avant de refermer cette édition. Le confinement général décrété du 14 au 17 janvier 2021 sera suivi par un autre, mais plus ciblé à partir de ce lundi 18 janvier et ce jusqu'au 24 du même mois. D'après le ministère de la Santé tunisienne, ce confinement ciblé consiste à interdire toutes les manifestations et tous les rassemblements ainsi que les déplacements entre les régions, outre le couvre-feu, et de privilégier le travail par alternance et le télétravail. Selon les mêmes sources, la hausse du nombre de cas détectés dans le pays est due à la hausse du nombre de tests effectués qui a évolué de 6 000 à 15 000 tests par jour. Le dernier bilan rendu public fait état de 5 528 décès du coronavirus et un total de 175 065 cas confirmés de coronavirus. La Tunisie figure désormais parmi les 5 pays africains les plus infectés par la maladie, aux côtés de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Algérie et de l'Éthiopie. C'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine en compagnie de nos programmes.